Procureur, bonjour. Bonjour. Avec vous aujourd'hui, nous verrons tout ce qui est lié au sous-entendu de la pub, mais particulièrement de la pub liée à des indications fausses ou qui vous induisent en erreur. Et par la suite, nous avons le temps, tout ce qui est tromperie par la vente mensonger. Donc, autant la publicité quand vous êtes encore chez vous, quand vous avez un tract dans les mains, qu'une fois que vous êtes sur un site, qu'est-ce qui peut se passer de malheureux? Et bien évidemment, nous essaierons de débattre de cela avec vous pour qu'il y ait un peu moins de personnes, entre guillemets, qui ne savent pas comment fonctionnent les choses. Alors, déjà, monsieur le procureur, que doit-on comprendre sous cette appellation ou sous-entendu de la publicité dans des termes indication en erreur ou alors indication fausse? Voilà, donc la publicité est mensongère et est susceptible d'être constitutive d'un délit qui est puni d'ailleurs de 2 ans d'emprisonnement et de quasiment 40 000 euros d'amende à chaque fois, quand elle constitue soit un mensonge, soit une présentation ou une manipulation habile des personnes qui sont de nature à les induire en erreur par rapport au produit ou par rapport au service qui leur est vendu. Merci. Alors aujourd'hui, beaucoup d'exemples, hein, enfin des petits flashs d'exemples pour positionner certains mots, puisque dans cette notion d'indication fausse ou d'induire en erreur le client par intermédiaire de médias, qu'ils soient papier, radio, etc., il y a 15 termes. Pourquoi qu'il y ait autant de sous-entendus? Il y a 15 cas qui sont prévus par le Code pénal comme susceptibles de constituer le délit que j'évoquais tout de suite. Parce qu'autrement, bien sûr, on peut toujours être plus ou moins trompé, etc. Mais sur 15 caractéristiques considérées comme étant essentielles d'un produit, qui ont déterminé finalement la décision de la démarche du futur client, hein, dans le cadre d'une publicité, donc on cherche à accrocher une clientèle, hein, ces 15 éléments-là sont considérés comme étant tellement importants que s'il y a tromperie là-dessus dans la publicité qu'on en fait, ça crée un dommage qui peut être tout à fait conséquent, tout à fait important pour la société tout entière. D'accord. Alors quand vous dites important, est-ce que vous pouvez me permettre de détourner, jeu de mots avec le thème de l'émission aujourd'hui, détourner ce propos en disant que peut-être parce que le fait de mentir ne suffit pas pour poursuivre quelqu'un au pénal, parce que pénal veut dire prison, donc vous incarcérez d'une certaine manière, donc il fallait préciser davantage de quelle manière le mot mentir se lie à la notion pénale. Le simple mensonge en lui-même, ça n'est pas un délit qui est sanctionné par une peine d'emprisonnement ou d'amende dans le Code pénal. Ce qui est sanctionné, c'est quand ce mensonge est susceptible de nuire gravement à quelqu'un et encore plus, bien sûr, de nuire gravement à une collectivité, puisque la justice pénale a pour charge de protéger les personnes contre un danger qui vient de quelqu'un qui a une intention de nuire, qui a une intention de faire le mal. Donc un simple mensonge, ce n'est pas forcément un mensonge qui veut créer le malheur ou la douleur chez quelqu'un d'autre. D'accord. Alors précisons justement ces petites virgules sans lesquelles désormais plus personne n'est censé ignorer la loi, parce que nous allons les détailler aujourd'hui dans cette notion non de la publicité que l'on attaque, mais de personnes néfastes, éventuellement à la société, qui emploient le support de la publicité pour justement détourner celle-ci. Alors, ces 15 points, nous allons éventuellement, si vous voulez bien, juste les lister d'un coup, et après on prendra ces petites 20 minutes pour que les personnes intègrent vraiment ce que chacun de ces 15 points veut vraiment dire. Peut-être avant de les lister, c'est un peu fastidieux, on va le faire, hein, mais donner juste 1 ou 2 exemples. Moi, il me semble que ça peut être intéressant à ce stade-là de notre entretien. La publicité mensongère la plus classique, c'est celle de faire la publicité pour un produit que l'on prétend pouvoir vendre alors qu'il n'existe pas ou qu'on n'en dispose pas. C'est simple. Je fais la publicité en disant « Venez dans mon magasin parce qu'il s'y trouve tel produit ». Disponible, je suis le seul à la Guadeloupe à pouvoir offrir ça à ceux qui y seraient intéressés, et en réalité quand le client arrive, il n'y en a pas. C'est pas pour autant que le client ne se retrouverait pas dans le magasin en situation peut-être de se voir proposer un autre produit qu'on lui présenterait plus ou moins équivalent, mais c'est pas celui-là. D'accord. Voilà. Donc même ça suffit aux yeux de la loi, voilà, pour dire que vous pouvez porter plainte parce qu'on vous a fait vous déplacer
par un propos mensonger. Voilà, tout à fait. Alors donc, il y a 15 cas, il faut les reprendre effectivement. Je vais les reprendre de manière assez succincte, mais enfin, ça va donner une idée, je pense, On va développer après. Voilà. Donc, l'existence de la chose, faire la publicité pour quelque chose qui n'existe pas, la nature de la chose, dire qu'une chose est ceci alors qu'en réalité, elle ne l'est pas, la composition chimique, par exemple, de tel ou tel produit, on dit que c'est du bois massif, et en réalité, ça n'est que de l'aggloméré, ça va. On y revient. Les qualités substantielles de la chose, par exemple, ça peut être un acier ou une pièce qui a une certaine solidité, et en réalité, elle ne l'a pas. La teneur dans certains principes utiles. On vous dit par exemple dans tel produit vous allez trouver des vitamines qui sont très bonnes pour votre santé. En réalité de vitamines il n'y en a pas. Voilà. L'espèce, alors c'est vrai plutôt pour les marchés des animaux. On va vous vendre un cheval, alors qu'en réalité c'est peut-être pas tout à fait un cheval qu'on est en train de vous vendre, en tout cas pas un cheval de la race espérée. L'origine, très importante l'origine. On vous dit allez acheter et encourager les produits pays. Et en réalité ce qu'on vous vend c'est quelque chose qui est fabriqué à Taïwan. Voilà. La quantité. La quantité, c'est important. On vous dit, eh bien voilà, le paquet de 350 grammes, il vaut tant, et en réalité, quand on le pèse, il ne fait pas 350 grammes, il fait moins. Le mode de fabrication, on vous promet quelque chose qui est une fabrication à la traditionnelle, artisanale, alors qu'en réalité, ça vient d'une usine tout à fait classique. La date de fabrication, ça c'est simple à comprendre. On vous fait prendre quelque chose qui a une valeur parce qu'il est ancien, alors qu'en réalité c'est une copie moderne de cet ancien. Les propriétés de la chose, le prix de la chose, c'est facile. On vous fait une publicité en vous disant vous avez de la salade vraiment pour pas cher, pour quelques centimes d'euros. Vous arrivez dans le magasin et de cette salade là précisément qui était tellement peu chère, et il n'y en a plus, ou il n'y en a peut-être jamais eu. Voilà. Les conditions de vente. Les conditions de vente, c'est par exemple tous les services qui souvent vont avec. On vous vend quelque chose avec une garantie constructeur, et en réalité il n'y a pas de garantie constructeur. Les conditions d'utilisation de la chose, on vous vend quelque chose parce qu'il est capable de pouvoir résister à telle condition d'utilisation, et en réalité il ne l'est pas. Un bateau qui ne tient pas trop la grosse mer par exemple. Bon. Et puis bien sûr les résultats attendus, on vous dit acheter tel ou tel outil vous permettra de faire de magnifiques réalisations, et en réalité il est incapable de travailler la matière pour laquelle pourtant il était présenté comme pouvant le faire. Voilà. Merci monsieur le procureur. Alors maintenant revenons sur chacun de ces points avec quelques exemples pour bien asseoir dans le conscient de chacun cette réalité, et nous viendrons bien évidemment comment, face à des choses qui ont l'air si simples, être pris en compte sans être moqué. Je m'excuse du propos. Alors, premier de ces points, mais il n'y a pas d'ordre en particulier, donc de ceux, personnes mafieuses, je dirais, qui utilisent la publicité dans l'optique d'induire en erreur et de tromper le futur client, quand on joue sur cette notion d'existence ou non-existence d'un produit. Revenons sur cet aspect. 1 à 2 minutes. Oh, vous savez, ça c'est vraiment une manière très classique de la publicité mensongère. C'est une grande surface par exemple qui publie un dépliant, souvent avec beaucoup de pages, et dans laquelle il y a toute une série de produits qui sont annoncés comme étant vraiment attractifs, vraiment intéressants. Et quand on va dans le magasin, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils ne sont pas à la vente. Et on s'aperçoit que ceux qui ont conçu et diffusé la publicité, au moment où ils l'ont conçue et surtout au moment où ils l'ont diffusée, savaient déjà pertinemment qu'il n'y en avait pas, et en tout cas qu'il n'y en aurait jamais. Voilà. Alors, c'est eux, on a substitué de dire, ah oui, mais bon, nous avions une dizaine de magnétoscopes, alors qu'ils savaient très bien qu'il en fallait peut-être une centaine. Vous voyez, ou de téléviseurs à 99 €, ils annoncent des 17 pouces, ils n'en avaient que 3. Ils savent très bien que publier 10 000 tracts, c'est pas pour seulement 3. Donc quand vous arrivez, vous dites, ah oui, mais il y en a plus. Que dit la loi à ce niveau? Eh bien, elle dit que la publicité doit être très précise de ce point de vue-là. Préciser la quantité. Et voilà. Et d'ailleurs, vous regarderez peut-être par curiosité dans les
publication demain ou après-demain, vous verrez que souvent, quand il y a comme ça des articles qui sont vraiment en promotion, il y a des indications du style dans la limite des stocks disponibles, 100 articles ouverts à la vente à partir de telle heure, tel jour. Voilà. Et comment une personne lambda peut vérifier justement cette non-existence, c'est-à-dire vous arrivez, pourtant le track est sorti, on vous annonce que ça commence le 11 du mois, vous arrivez, vous allez même repérer le disque, on vous fait quoi? Qu'on ne les met pas en expo parce que les clients vont forcer les employés à leur réserver un de côté, que ça va être fait dans la nuit. Donc vous avez repéré la veille, vous revenez le lendemain presque en premier dans la boutique et il n'y a toujours rien. Et là, vous tombez comme par hasard sur notre vendeur qui vous dit mais tout est déjà parti. Donc comment faire l'état des lieux, comment prendre une plainte et j'ai envie de dire presque sanctionner la personne. On n'a pas été volé, mais la loi le dit qu'il y a sanction. C'est ça, oui, tout à fait. Alors comment Eh ben, c'est très simple, c'est soit en déposant plainte de manière classique, comme pour un vol, hein, c'est le même principe. On vous prendra au sérieux pour ça sans aller dans le commissariat? Oui, absolument. Enfin, tout dépend évidemment de la nature de la tromperie et son importance. On ne va pas quand même mettre tout à fait les mêmes moyens quand il s'agit de 3 caramels et d'un lot complet je sais pas, de téléviseurs à écran plat, ou je ne sais pas. Évidemment, c'est pas du tout les mêmes types d'intérêts. Mais il y a un service spécialisé, et certainement aujourd'hui je me permettrai d'insister quand même à plusieurs reprises sur l'existence de ce service, qui s'appelle la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Alors le nom est un peu compliqué, retenons seulement Direction de la concurrence. C'est un service de l'État dont le directeur est situé à Basse-Terre, comme beaucoup de services de l'État, mais qui a des implantations sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. Il y a un numéro départemental, c'est facile à trouver dans le bottin, le numéro de ce service, et ils ont des inspecteurs assermentés qui sont là pour venir vérifier la réalité, l'exactitude des publicités, des annonces publicitaires qui sont faites par les commerçants ou par les groupes de publicité. Et vraiment, ce sont eux qui ont les pouvoirs d'aller regarder ce qui existe effectivement dans le stock, qui ont le pouvoir d'aller constater dans les commandes, par exemple, de ce commerçant, si effectivement il a passé commande des produits qu'il prétend avoir donnés à la vente. S'ils y sont, eh bien, tant mieux. S'ils y sont pas, à ce moment-là, il faudra qu'il explique pourquoi ils n'ont pas été placés en linéaire. Si c'est le résultat d'un cas de force majeure, on peut toujours l'imaginer, hein, un container qui s'égare sur l'Atlantique, ce ne serait quand même pas la première fois, ça peut arriver. Mais si c'est quelque chose qui est plus pernicieux, vous avez évoqué tout à l'heure quelques hypothèses qui certainement ne sont pas que des cas d'école, à ce moment-là, évidemment, sa responsabilité est entièrement engagée et il devra rendre des comptes à la justice et éventuellement, pour ce client-là, lui verser des dommages et intérêts parce qu'il a causé quand même un préjudice. C'est quelqu'un qui est venu, qui s'est déplacé, qui a pensé qu'il allait pouvoir faire affaire et qui peut-être en a raté d'autres. Voilà. Merci. Donc ceci tient, quels que soient les départements français. Donc c'est la structure pour la répression des fraudes, en théorie. La direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Retenons direction de la concurrence. C'est un service de l'État. Son numéro de téléphone est facilement trouvable dans le bottin et ils sont là pour venir faire ce type de constatation. D'accord. Alors, autant ça c'était la non-existence de produits cités dans une notion de propagande et de vente. Et revenons maintenant sur cet autre point, la nature. Quand on vous a trompé sur la nature, alors précisons un peu plus. Alors il y a la nature, il y a la composition, il y a des choses qui se ressemblent quand même dans les 15 cas, qui sont assez proches les unes des autres, mais la loi a dû détailler parce que on ne peut pas poursuivre n'importe qui sur n'importe quoi. Il faut que ce soit bien prévu à l'avance, que celui qui fait ça sache qu'il est en train de violer la loi. Donc, sur la nature de l'objet ou sur sa composition, on comprend bien ce que ça peut vouloir dire. Bon, sur la composition, c'est simplement, par exemple, le fait de donner à la vente un produit qui aurait telle propriété, qui, dans sa composition chimique, aurait telle caractéristique, une certaine quantité de produits bénéfiques, évidemment, c'est plutôt là-dessus qu'on va jouer. Et en réalité, à l'analyse chimique du produit, ils n'y sont pas. Il n'y a en tout cas pas cette quantité-là. Voilà. Alors, au niveau composition, on peut dire, citer par exemple un exemple, on vous précise qu'un produit, un yaourt, n'importe quoi, aurait du ginseng à l'intérieur, ou alors éventuellement n'aurait pas peut-être de matière grasse.
Mais en réalité, c'est le contraire, par exemple. Oui, mais c'est aussi, si vous voulez, sur la nature, on vous vend une bouteille en vous disant c'est du collyre pour les yeux, par exemple. Et en réalité, on s'aperçoit que c'est pas du collyre, c'est de l'eau salée. Voilà. Bon, évidemment, c'est quand même pas tout à fait pareil. N'importe qui est capable de faire bouillir de l'eau à la maison, de mettre un peu de sel dedans et l'utiliser à son bénéfice. Mais là, il y avait un collyre qui devait avoir certaines propriétés. Le collyre, c'est le nom d'un produit qui le désigne dans cette nature. Hein, voilà. Et à l'évidence, la publicité montre quelque chose qui n'a pas ces caractéristiques-là, n'a pas cette nature-là. En venant maintenant aux qualités substantielles ou les performances annoncées d'un produit. Oui, c'est pas forcément exactement la même chose. Les qualités substantielles, c'est vraiment la qualité d'un produit qui fait que le client va vouloir l'acheter. Bon, par exemple, un vêtement, il peut être de marque ou il peut ne pas être de marque. Voilà. Et si on vous fait de la publicité en vous disant, voilà, vous allez trouver des produits de telle marque dans ce magasin-là, et que en réalité il y a bien des produits de ce type-là, mais ce n'est pas exactement cette marque-là, où la marque en réalité est un petit peu différente, voire approchante, vous voyez ce que je veux dire, à ce moment-là, puisque c'est la marque qui est le critère qui conduit le client à acheter la chose, à l'acquérir ou à acheter le service, c'est une qualité substantielle de la chose. C'est-à-dire simplement que s'il n'y avait pas cette qualité-là, il ne l'aurait pas acheté. C'est pas compliqué. Voilà. Voilà. Donc, par exemple, une boutique qui vous dit que nous vendons toutes sortes de chaussures, que ce soit pour la marche, pour la course à pied, sur route, chemin abîmé, faire du vélo, etc. Donc, il se revendique d'une qualité substantielle, une diversité. Et quand vous arrivez, vous voyez qu'il y a que des... Certes, il y a des tennis, mais il y a seulement deux grandes gammes, c'est-à-dire jouer au basket et jouer au football, par exemple. Oui, alors bon, là c'est peut-être un mix parce qu'on pourrait dire que le produit qui est annoncé en réalité n'existe pas. On pourrait dire aussi qu'il ne peut pas avoir le résultat qu'on a prétendu qu'il avait dans la publicité. Vous voyez, donc en fait, il y a 15 critères, mais souvent ils se recoupent les uns les autres parce que quelque chose qui n'a pas la composition qui est annoncée, en général, souvent n'a pas la qualité substantielle qui est annoncée et ne peut pas avoir les performances et les résultats qui sont attendus de quelque chose qui justement avait cette composition-là. Donc ça va souvent ensemble. Voilà, on vous sort un produit de lessive en vous disant que celui-ci lave plus blanc que blanc, voilà. Et à des tarifs incroyables, et quand après vérification vous voyez qu'en fait rien du tout. Bon, plus blanc que blanc, voilà, ça c'est, on est vraiment dans la publicité. Mais par contre, si on vous dit voilà, tel produit est capable de laver correctement un vêtement professionnel taché par tel type de machin, tel type de graisse par exemple, à une température donnée et qui ne le fait pas, que pourtant vous avez acheté ce produit-là uniquement parce qu'il fait ça, on est vraiment dans la qualité substantielle. Et donc la publicité qui en a été faite, l'annonce qui en a été faite, y compris dans les linéaires de vente, est quelque chose qui est mensonger et qui est susceptible de tomber sous le coup de la loi. D'accord. Alors que doit-on maintenant comprendre par teneur en principe utile? Donnons quelques exemples. Quelques exemples, c'est par exemple dans un produit technique pour un moteur, on vous dit qu'à l'intérieur de l'huile moteur qu'on vous vend, il y a aussi un produit qui améliore le glissement des pièces les unes sur les autres à base de téflon ou je sais pas quoi. Il n'y a pas de téflon. Voilà. Il n'y a pas de téflon dedans. On est vraiment là dans quelque chose où le principe utile pour lequel le produit a été acheté, c'est-à-dire cette caractéristique qui va améliorer finalement le fonctionnement général du moteur, n'existe pas. Il y a bien une tromperie sur quelque chose qui a été présenté comme étant la qualité première de la chose. Ou alors par exemple quand on vous vend un produit, on vous dit à l'intérieur il y a de la vitamine C ou de la vitamine E, et qu'en réalité il n'y en a pas. Ou en tout cas pas autant que ce qui était prétendu. D'accord. Mais dans des cas comme ceci aussi, j'ai pas envie de dire subtil, mais presque technicien, c'est toujours à la gendarmerie que l'on va. C'est la gendarmerie. C'est la direction de la concurrence que j'évoquais tout à l'heure. Ça peut être aussi, pardonnez-moi, je vais rajouter sous les d'autres interlocuteurs qui me paraissent être des bons interlocuteurs. Il y a des associations de défense des consommateurs qui sont efficaces, qui sont utiles et qui peuvent être tout à fait bien approchées pour voir justement
si, par exemple, ce qu'on a constaté dans telle ou telle publicité, c'est quelque chose qui se répète, qui est connu. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui, auparavant ou sur un autre territoire que la Guadeloupe, a eu l'occasion de mener une action ou de porter plainte pour quelque chose comme ça, pour voir tout simplement si la plainte a des chances d'être plus efficace ou moins efficace. Voilà. D'accord. Donc autant le fait de mentir en France n'est pas condamnable d'un point de vue pénal, mais en tout cas aujourd'hui dans cette notion de publicité, vous qui êtes un menteur et qui employez ce principe qu'est de la publicité pour tromper, voilà, induire en erreur ou donner des indications fausses, là vous risquez à la prison. Rappelons un peu les peines, les sanctions. Les peines, c'est 2 ans d'emprisonnement, donc c'est les peines maximales encourues, 2 ans d'emprisonnement encourus et 38 000 euros, 37 750 exactement, euros d'amende encourue, voilà. Plus différentes peines complémentaires qui vont jusqu'à la fermeture du commerce. Merci. Alors maintenant, on arrive encore à une autre subtilité quand on vous trompe sur l'espèce. Donnons quelques exemples. Je pense que là c'est un peu facile, mais allons-y. Oui, c'est facile. Bon, c'est vrai que quand on vous vend par exemple un beau chien en vous disant ce chien est un chien de race qui est né dans telle condition, dont le père et la mère ont telle qualité de pureté de la race, et qu'en réalité c'est un bâtard bien présenté, on est quelque chose sur une tromperie qui a un rapport avec l'espèce. Voilà. Donc, alors c'est vrai aussi certainement pour d'autres produits que ça. Moi je pense par exemple aux produits de boucherie où on vous indique par exemple que telle viande c'est du charolais de très grande qualité alors qu'en réalité voilà, bon, vous voyez, donc il y a comme du ça caviar. Voilà. D'accord. Alors justement, là on arrive à peut-être éventuellement des objets ou des ventes de produits d'une certaine valeur. Comment est-ce qu'un niveau de valeur, on peut aussi solliciter un huissier pour un constat? Par exemple, quelque part, un chenil qui vous dit vendre des chiens d'une certaine race à presque 5 000 euros, je m'excuse du chiffre, et à ce moment-là, vous préférez payer à l'heure, si c'est 150 euros, un huissier qui constate effectivement dans ce lieu, il y a bien un panneau, il y a bien une indication qui vous dit ce chien est à 5 000 euros, et après constatation vétérinaire, donc il vous accompagne pour le vétérinaire dire non, ça c'est un métis, vous voyez, ce n'est pas, donc il ne vaut pas les 5 000 euros. Est-ce que à partir d'une certaine valeur, vous me parlez de certaines commissions, on peut aussi solliciter un huissier? Alors, si vous le permettez, on est au-delà du stade de la simple publicité là, parce que si la personne a pu présenter le chien à un vétérinaire, c'est qu'elle en a déjà quasiment fait l'acquisition. Voilà. Donc elle a déjà été trompée en réalité. On est plutôt dans la tromperie. Vous voyez, la publicité mensongère, c'est le fait d'attirer le client sur des critères qui sont des critères mensongers. Voilà. La tromperie, c'est le fait d'avoir vendu en connaissance de cause à quelqu'un un bien, un service, un animal pour l'exemple que vous évoquez, alors qu'on sait pertinemment qu'il n'a pas les qualités. D'ailleurs, c'est quasiment les mêmes qualités que celles qu'on évoquait tout à l'heure pour la publicité. Sauf que là, la différence, c'est que la vente, elle a eu lieu. Et que le client, il a acheté. Et qu'ensuite, il se retrouve en situation de détenir quelque chose qu'il a acheté pour des qualités, par exemple, données. Et ces qualités ne sont pas la réalité. Voilà. Eh bien, à ce moment-là, oui, tout à fait, vous me posez la question de l'huissier. Un huissier est absolument habilité et assermenté pour faire ce type de constatation, à la fois sur les indications qui peuvent être données dans un magasin, sur l'étiquetage de quelque chose, sur la publicité qui est faite, et sur la différence qu'il y a entre cette annonce publicitaire, ou cette annonce d'étiquetage, ou cette annonce simplement verbale du commerçant par rapport au produit et à sa qualité tel qu'il est effectivement vendu ou mis en vente. D'accord, comme il nous reste à peine 7 minutes, alors on n'a pas fait la moitié. Alors, origine, là ça a encore l'air facile, mais donnons quand même quelques exemples. Oui, vraiment, moi je pense que l'origine c'est quelque chose qui est important pour un Français, pour un Guadeloupéen, surtout dans les produits de bouche. Bon, c'est l'exemple même, mais ça peut être aussi dans d'autres types de produits. Je vais vous donner 2 exemples. Bon, c'est la viande, par exemple, qui est prétendue être la viande pays, que l'on vend comme telle.
Ou alors des cigares de Cuba. Et alors qu'en réalité, oui, elle vient d'un pays étranger, sans doute à des prix et peut-être même à une qualité qui n'est pas la même. Mais c'est pas ça l'important. L'important, on va acheter ce produit-là aussi, pas simplement pour acheter le produit en tant que tel, mais pour encourager notre commerce local. C'est l'argument de vente qui est développé. On va dire tant pis si ça coûte un petit peu cher, si ça peut avantager, aider, apporter à notre propre industrie, à la richesse de notre pays. C'est un vrai argument de vente, ça. Et il n'est pas du pays. Là, il y a vraiment une tromperie absolument scandaleuse. Voilà. Autre exemple, en dehors des métiers de bouche, il y a quand même une grande tradition de fabrication de meubles en bois, ici. En bois locaux, mais aussi en bois exotiques. Si on vous dit, ben voilà, ça ce sont des meubles artisanaux qui ont été fabriqués à la Guadeloupe, notamment du côté de Pointe-Noire, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui a été fabriqué par quelqu'un d'autre, qui se trouvait dans un autre pays, avec du bois qui vient du Brésil. Voilà. Pourtant, l'aspect est quand même souvent très difficile à différencier par rapport au produit qui a été fait localement. Donc là, vraiment, on est dans une tromperie, on est dans une publicité mensongère quand on est au stade de l'annonce qui est faite, par exemple, dans la presse, à la télévision ou par voie d'affiche dans la rue. D'accord. Donc aussi bien, on pourrait citer d'autres exemples comme le savon de Marseille, mais qui ne vient pas de Marseille, ou du vin soi-disant d'origine de certains châteaux et qui ne sont pas justement originaires de ceux-ci. Là, il y a une particularité, c'est qu'il y a certains produits qui sont même protégés. Vous savez, les produits dont l'appellation d'origine a été contrôlée, les produits qui sont des marques déposées aussi, voilà. Merci. Alors, très rapidement, si nous arrivons aux autres, pour ne dire que de ces termes, les téléspectateurs, dans la quantité. À quel moment la publicité est mensongère et qui a trompé dans cette notion de quantité? Revenons sur celui-ci. Oui, ça c'est la publicité traditionnelle ou la tromperie traditionnelle qui consiste en fait à faire croire à quelqu'un qu'il achète une quantité donnée de produits, mais en réalité, soit parce que le pactage lui-même présente une étiquette qui ne correspond pas à ce qu'il y a à l'intérieur, soit simplement c'est la balance qui a été mal tarée, c'est la mesure de liquide qui a été elle aussi trafiquée. Voilà. Ce qui arrive souvent aussi dans les supermarchés, c'est qu'on vous annonce des produits, même de la lessive, on vous met en grande façade sur le track, voilà en ce moment vous avez telle marque de lessive avec 25% en plus offert, donc quantité. Et vous arrivez, il n'y en a pas. Il n'y en a jamais vu ceux. Allez, vous voyez les 25% en plus. Ça c'est compliqué les 25% parce que c'est toujours 25%, mais par rapport à quoi? Voilà, par rapport à quoi? Par rapport à un paquet normal. Alors le paquet normal, il faisait combien? Donc, même dans la si vous voulez, on vous dit 2 kilos. On va peut-être retrouver là aussi quelque chose qui ressemble à ce qu'on a évoqué pour l'escroquerie. La publicité mensongère, elle aussi, elle ne protège pas les gens qui sont trop crédules, les gens qui sont un petit peu imbéciles. Voilà. Alors, on est libre, si vous voulez, de croire au Père Noël. On est libre de penser qu'effectivement un produit a des qualités merveilleuses, qu'une lessive, vous le disiez tout à l'heure, lave plus blanc que blanc, mais qu'est-ce que ça veut dire plus blanc que blanc? Voilà, c'est quand même ça la question. Alors si on veut bien croire qu'on peut laver encore plus blanc que le blanc, eh ben ok, mais à mon avis, c'est pas la tromperie, c'est simplement de la bêtise. Non. Quel est le recours vraiment de personnes? On vous met sous des tracts, d'accord, parce qu'on a dit la publicité sur le principe, c'est que vous faites vous déplacer sur la base de mensonges, d'accord. Vous auriez pu aller ailleurs, faire moins de kilomètres et faire des économies à travers l'essence. Ou à côté de chez vous, cette même lessive, on ne citera pas de marque, mais la marque X par exemple, pour 2 kilos font 20 €. Et là, on vous dit toujours pour 20 € que cette même marque, eh bien, on vous met la photo avec 25% en plus. Vous voyez, c'est le fabricant même qui vous met les 25%. Quand vous arrivez, vous trouvez la même campagne chez vous à 20 €, mais celle qui est censée être avec le fabricant, la petite bande de 25%, on ne la trouve pas. Elle est inexistante dans la boutique. Bon, ben voilà, moi je crois que c'est quelque chose qui mérite d'être vérifié. Et effectivement, ça n'est qu'un service spécialisé, un service habilité pour constater ce genre de choses qui peut effectivement le contrôler. Puisque les 25% en plus, en tout cas, c'est par rapport à quelque chose qui existait auparavant et qui est censé représenter une norme. Est-ce que la loi dit que si on a fait appel à vos commissions qui disent qu'effectivement, donc ils vérifient l'état des stocks, qui n'ont jamais reçu ces stocks, est-ce que la loi leur dit, si vous saviez que le stock n'allait pas sortir, donc vous n'alliez pas livrer ce produit, et c'est celui-ci qui fait le produit d'appel pour que les gens fassent des kilomètres pour venir chez vous, que vous aviez l'obligation en vertu de la loi de ne jamais éditer les tracts
qui, sur la couverture, avait un produit que vous saviez n'était pas livré. Ben c'est tout à fait ça, c'est exactement ça, et c'est bien l'objectif de ces dispositions légales qui interdisent de promettre à quelqu'un qu'il va trouver quelque chose alors qu'on sait pertinemment qu'il ne pourra jamais le trouver et que par contre il sera attiré quand même dans les autres linéaires pour aller acheter d'autres choses ailleurs dans le magasin. Voilà. Merci. Mode de fabrication. 2 exemples, il nous reste très peu de temps pour tenir. Oui, ben, le mode de fabrication, en général, quand on fait la publicité, c'est pour dire que c'est un bon mode de fabrication. Alors on pense tout de suite à des modalités qui sont plutôt artisanales, des gens qui font fait à la main, qui fait à la main, qui fabriquent pièce par pièce, voilà, exactement. Alors qu'en réalité, on s'aperçoit que ce sont des vêtements ou que ce sont des produits de bouche qui ne sont que des produits qui sont fabriqués industriellement, qui n'ont pas du tout cette qualité, cette finition telle qu'elle est annoncée par la publicité. L'exemple type, c'est boulangerie traditionnelle au feu de bois. Et en réalité, on s'aperçoit que c'est du pain qui est fabriqué par un boulanger qui non seulement ne pétrit pas sa pâte à la manière traditionnelle, mais qui en plus n'a en rien un four qui marche avec du bois, qui a un four à gaz ou un four électrique. Merci. Date de fabrication. Bon, ben, date de fabrication, c'est quelque chose qui peut être important pour certains types de produits, notamment quand il s'agit de produits qui se valorisent avec le temps, qui prennent de la valeur avec le temps. C'est-à-dire quand on fait quoi, c'est des produits frais. Alors voilà, alors c'est soit... venez chez moi, j'ai du poisson frais. Frais, voilà. C'est du poisson qui vient d'ailleurs. Ou qui a déjà été congelé, voilà. Hein, qui arrive congelé, qui est en fin de chaîne de froid. Voilà, tout à fait, ça c'est vraiment quelque chose... Mais je pense que quand même ce qui est le plus facile à comprendre, c'est un produit qui est un produit ancien, qui est quasiment un objet historique et qui est vendu comme tel, comme étant un objet d'époque, quoi, finalement. Voilà, et en réalité, on s'aperçoit que c'est une copie d'ancien qui est vendu au même prix et comme étant présenté comme ayant vraiment cette origine historique exacte. Voilà. D'accord. Donc, genre un meuble sous l'empire d'Henri IV, Henri V, voilà. Et en fait, c'est une copie d'époque, alors que c'est seulement en réalité le style qui a été imité sur un meuble qui a été fabriqué de manière tout à fait récente. Voilà. Ou par exemple du vin, on vous dit du vin de 60 ans d'âge et en fait c'est du vin de l'année dernière. Oui, bah, sur le vin on est plutôt dans la tromperie sur la qualité substantielle là, mais mais effectivement c'est ça, parce qu'en général sur les bouteilles de vin il y a un millésime, hein, donc on est vraiment sur la tromperie et par l'étiquetage. Voilà. Merci. Alors propriété, et il nous en restera 4. Que doit-on comprendre quand vous faites de la publicité mensongère sur une notion de propriété? Quelle différence entre propriété et tout ce qu'on a déjà dit? La propriété, c'est par exemple, j'achète une montre, on me dit elle est étanche à 300 mètres et elle ne l'est pas. Voilà. Merci. Sur le prix? Le prix, c'est sans doute une des choses les plus simples à comprendre. Comme tout à l'heure, on disait la tromperie sur quelque chose qui est mis à la vente, alors qu'en réalité, il n'y a rien qui est mis à la vente. Et bien pour le prix, on vous dit, venez acheter tel produit pour tel prix, et ce produit est bien là, il est bien là, mais pas du tout à ce prix-là. D'accord. Par exemple, quand on vous dit venez chez nous pour le même prix, vous aurez une pizza achetée, 2 pizzas offertes, la banderole est toujours là. Donc c'est une forme de publicité, mais quand vous arrivez, on vous dit ah oui, mais c'était pendant la première semaine d'ouverture. Oui, la banderole est toujours là. Alors oui, ça peut, on peut le prendre par le biais du prix, on peut le prendre aussi par le biais de la nature ou de la nature de la publicité. C'est-à-dire, ça porte sur 2 pizzas et en fait il n'y en a qu'une. Voilà. Toujours sur le prix, quand on vous annonce des soldes, mais en fait on s'aperçoit que chez le voisin, il suffit de faire 100 mètres, lui il ne fait pas de solde et pourtant il est au même prix. Est-ce qu'il y a une forme de publicité mensongère? C'est différent. C'est différent parce que les soldes, c'est une manière vous dites de vendre. Voilà, c'est ça. C'est une manière. Les soldes et déstockage, c'est quelque chose qui est autorisé. En tout cas, qui doit faire au minimum l'objet d'une déclaration de la part du commerçant. Donc, c'est réglementé. Il y a donc forcément un différentiel de prix par rapport à ce que l'on faisait auparavant, quand on n'était pas en période de solde ou quand on n'était pas en période de déstockage. Alors, cumulons ceux qui trichent et qui ne le font pas avec autorisation, puisque même aujourd'hui, monsieur le procureur, vous pouvez aller dans un centre commercial, vous verrez ceux qui ont un affichage normal, et pourtant vous verrez des personnes isolées dans de grands centres commerciaux qui, eux, prétendent faire des soldes comme si, à eux tout seuls, ils sont un petit continent. Donc, déjà, ce caractère illégal, vous rentrez, on vous dit 25% sur toute la boutique,
Donc, vous rentrez dans cette boutique. Donc, vous n'allez pas faire les autres. Et une fois que vous avez acheté, vous apercevez qu'en fait, à côté, vous aviez la chaussure sans solde, mais au même prix. Oui, mais le prix d'une solde, c'est pas le prix. Il avait aussi le tarif, en fait. Ben peut-être, mais si vous voulez, quand on solde quelque chose, c'est qu'on le vend moins cher que le prix qui était pratiqué dans ce magasin-là auparavant. Si évidemment vous allez chez un concurrent et vous trouvez un prix peut-être même parfois encore plus intéressant que le prix soldé, là, je ne sais pas trop quelles conséquences on peut en tirer. Donc, hein. s'il ne pas sur le prix, ça veut dire qu'avant chez lui c'était la même chaussure plus chère. Mais il y a plus, voilà, c'est ça. D'accord. Conditions de vente. On a dépassé les 30 minutes, mais que doit-on comprendre par publicité mensongère liée à une condition de vente? Les conditions de vente, c'est souvent lié à une prestation qui va avec la vente. Par exemple, je vous vends une voiture et j'accepte de vous reprendre votre ancienne voiture à tel prix. Ouais. Et en réalité, dans la publicité, hein, bien sûr. On vous dit votre voiture de plus de 6 ans, on la reprend à 5 000 € si vous achetez tel type de modèle. Et en réalité, cette reprise n'existe pas, en tout cas pas dans ces conditions-là. On file des arguments pour ne pas monter à 5 000. Ou c'est si vous venez acheter un meuble chez moi, vous aurez la livraison de ce meuble gratuit et le montage gratuit à la maison. Et en réalité, ce n'est pas si gratuit que ça. En réalité, ça se paye ou c'est intégré au prix de manière explicite. L'obligation, c'était de le dire ou de l'afficher. Voilà, c'est ça. On ne peut pas vous le dire après coup, une fois que vous êtes déplacé. Ah ben, on est dans la publicité mensongère. Voilà, donc ça veut dire que dans la publicité, on a indiqué non seulement qu'il y a un meuble magnifique, mais qu'en plus c'est livraison et montage gratuit. C'est écrit dans la publicité et ça n'est pas une livraison et montage gratuit. Alors, monsieur le procureur, si dans ça, comme celle on vous dit, livraison gratuite sur le papier, et en arrivant sur le site, il y a une deuxième information, on vous dit non, ce n'est plus gratuit. Et on vous demande de payer. Voilà. Donc le fait de vous être déplacé sur la base d'un mensonge, même si après vous voyez en entrant dans la boutique qu'ils disent, ils ont mis une autre affichage qu'on ne le fait plus, il y a quand même eu publicité mensongère. Bien sûr, donc c'est poursuivable. Tout à fait, absolument, tout à fait. Et je dirais mieux, si vous voulez, quelqu'un qui achète le meuble après avoir vu cette publicité, sans qu'au moment de la vente d'ailleurs on ait dit quoi que ce soit par rapport à ça d'autre que ce qu'il y a dans la publicité, et qui au moment du jour de la livraison se voit présenter une facture de transport, de livraison et de montage, il ne doit pas payer. Il doit pas payer. Et en plus porter plainte. Et bien sûr, voilà. Et là c'est plus de la publicité mensongère, mais c'est de l'escroquerie. Non, c'est pas d'escroquerie, parce que l'escroquerie, c'est la captation de la richesse d'autrui, puisque là on va quand même vendre quelque chose voilà, qui n'existe pas en réalité. Ou alors, publicité mensongère dans les conditions de vente, vous nous disiez en préambule, vous achetez un ordinateur, etc., lié à une notion de service après-vente. Oui, par exemple, oui. Donc vous dites, je vais acheter en confiance, et après, une fois que vous achetez, vous revenez, on vous dit, non, c'est SAV constructeur, donc c'est à vos frais. Voilà. Ils ont joué sur le mot. Voilà, oui, alors c'est parfois délicat, il faut souvent lire les petites lignes, parce que souvent on a un service après-vente, mais c'est pas sur site. Et en fait, il faut soi-même assurer l'envoi de son appareil chez le constructeur. Voilà. On vous le fera, mais l'envoi sera à votre charge. Donc, souvent, la publicité peut être trompeuse parce que il y a des indications, souvent écrites dans une autre manière que la publicité qui flash. Est-ce que la loi impose un caractère minimal? Ça veut dire que vous ne devez pas écrire en deçà d'une certaine dimension de lecture. Vous voyez, la loi, on l'a dit tout à l'heure, sanctionne soit le mensonge pour tromper, soit le mensonge ou, disons, la présentation des choses de nature à induire en erreur. C'est-à-dire qu'il faut démontrer que c'est absolument intentionnellement qu'on a mis dans des conditions très très peu lisibles ou très très peu identifiables des indications qui en fait vont carrément changer la nature de la promesse qui est annoncée par la publicité. Un exemple, c'est-à-dire qu'il a écrit tellement petit qu'il savait qu'en fonction, pour un exemple, une presse écrite qui est écrite sur du papier recyclable. Donc, en fonction de autant l'original, c'est très lisible, donc celui que le marketiste vous a fait, mais imprimé sur ce type de magazine, ça devient lisible. Oui, ça peut avoir cet effet-là, mais je vous rappelle quand même qu'on est en train de vouloir reprocher quelque chose à quelqu'un qui est un délit volontaire, un délit intentionnel. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire votre publicité, on n'arrive pas à la lire, donc vous m'avez trompé. Mais il faut dire aussi, votre publicité, on n'arrive pas à la lire, ça m'a trompé, et vous avez
tout fait pour me tromper, ça a été fait pour me tromper. Vous aviez l'intention de tromper la clientèle qui arrivera à cause de cette publicité dans votre commerce. Ça va? Donc, c'est pas simplement la conséquence dommageable, qui, là on est au civil, on peut demander dommage d'intérêt d'ailleurs pour ce genre de choses-là, d'une publicité qui est mal faite ou qui est mal imprimée ou qui est peu compréhensible. Il faut que la tromperie soit suffisamment importante pour qu'elle démontre qu'il y a une intention de nuire, une intention vraiment de tromper quelqu'un dans la religion qu'il s'est fait sur un produit ou sur un service qu'il envisage d'acquérir. D'accord. En moins d'une minute, donc il nous reste 2 non abordés, conditions d'utilisation et résultats attendus. Conditions d'utilisation. Donnez-nous 1 à 2 exemples pour qu'on assoie bien ceci. Les conditions d'utilisation, c'est par exemple, vous envisagez d'acheter un appareil pour en faire un usage particulier, et c'est ce qui est annoncé dans la publicité. Et en réalité, dans les conditions d'usage qui sont annoncées par la publicité, l'appareil ne peut pas marcher. Ne peut pas marcher. Bon, c'est par exemple... le faire un repas, c'est par exemple, on vous dit qu'il défroisse tout, mais après vous apercevez que ça, il faut plutôt, mettre de l'eau, par exemple. Oui, mais ça c'est plutôt... ah oui, alors c'est ça, mais c'est plutôt sur le résultat par rapport au fer à repasser. Mais par exemple, je veux dire quelque chose qui est un petit peu trop caricatural peut-être, mais ça va peut-être donner une idée. On vous dit, voilà, vous avez un téléphone portable que vous allez acheter, vous allez pouvoir l'utiliser dans n'importe quelle condition, n'importe où. Et en réalité, on s'aperçoit qu'il ne marche que sur certains réseaux, que ça couvre pas l'ensemble du territoire que l'on couvre, que ça ne marche pas à l'étranger, etc. Alors que la publicité laissait entendre que cet appareil-là, malgré peut-être son prix assez faible, était capable de ce type de prestation-là. Ça va ? Merci. Voilà. Ou alors quand on vous vend quelque chose sans vous dire, je prends l'exemple de médicaments, qu'il ne faut pas prendre de l'alcool avec, des choses comme ça. Mais que les médicaments, c'est bien fait. Oui. D'accord. Résultat attendu, juste un exemple. Le résultat attendu, c'est vous achetez un détachant, il est normalement susceptible d'enlever la tâche que la publicité annonce comme étant capable d'être dissoute par ce produit. Si ce n'est pas le cas, il n'atteint pas le résultat promis. Vous voulez acheter une voiture pour qu'elle puisse vous mener de manière certaine à une vitesse donnée sur une autoroute et qu'elle n'est pas capable d'atteindre cette vitesse par ses caractéristiques de construction même, hein. Il y a évidemment quelque chose qui ne peut pas avoir le résultat attendu dans la publicité qui pourtant vous a dit vous pourrez rouler sans problème à 110 pendant 400 km avec ce véhicule sans remettre de l'essence dedans. Un dernier exemple par rapport au transport où on vous promet ponctualité, arriver à des endroits à une heure précise et en fait que ce soit le bus, le bateau, etc. Oui. Ne démarre pas tant qu'il n'est pas rempli par exemple. Voilà, tout à fait. Alors chaque fois, c'est une discussion parce que le résultat, ça peut être vraiment quelque chose de très précis ou quelque chose qui est plus qualitatif, c'est-à-dire on vous promet une nuit à l'hôtel avec vue sur mer. Bon, la vue sur mer, oui, mais c'est seulement depuis la petite fenêtre qui est dans les toilettes de l'appartement qu'on vous a donné en location. C'est pas comme ça évidemment que vous aviez compris à la lecture de la publicité studio avec vue sur mer, hein, voilà. Alors nous concluons. Si vous avez un dernier mot, rappelez comment la procédure dans ce genre de cas, parce qu'apparemment c'est un petit peu différent par rapport aux autres procédures. On ne va pas simplement à Gambetta, excusez-moi l'appellation, mais au commissariat ou à la gendarmerie, mais les structures un peu plus spécialisées pour ça, oui. Et pour des valeurs un peu plus chères, il y a aussi les huissiers. Oui, moi je crois vraiment, si vous voulez, qu'il y a 2 interlocuteurs pour les consommateurs, on les appelle comme ça, on est en matière de concurrence, en matière de publicité, en matière de fraude sur des produits mis à la vente. Donc les bons recours, ce sont les associations de consommateurs, il me semble vraiment, ce sont des gens qui sont capables d'apporter le bon conseil, la bonne analyse et peut-être aussi de dire ce qu'il en est hein, par rapport à tel ou tel type de produit, tel ou tel type de réglementation. Et puis c'est aussi le service spécialisé de l'État, la direction de la concurrence, son nom complet c'est direction de la concurrence, de la consommation et de la lutte contre les fraudes. C'est un service qui a en son sein des inspecteurs, un peu comme des inspecteurs de police, mais très spécialisés, qui sont capables de prendre des échantillons, de voir la composition chimique d'un produit et de constater éventuellement qu'il y a une différence flagrante, par exemple dans la qualité d'un béton,
avec lequel on a fabriqué votre maison qui, au premier petit tremblement, s'est retrouvé avec des fentes épouvantables. Merci. Et nous rappelons donc pour ceux qui ont les moyens pour des services ou des valeurs beaucoup plus substantielles, que les huissiers sont assermentés. C'est un peu comme des photographes officiels de la loi et qui vous accompagnent même dans la démarche de la plainte. Tout à fait. Un huissier, il peut constater ce qu'il peut constater. Mais c'est vrai qu'un huissier, si vous voulez, vous ne pourrez pas lui demander de bien vouloir constater que la quantité de vitamine C qu'il y a dans tel cachet est bien conforme à ce qui est indiqué sur la boîte. Ça, il ne pourra pas le faire. Voilà. Mais par contre, il pourra tout à fait constater qu'il y a tel type de produit avec tel type d'étiquetage. Et ensuite, il faudra quand même qu'il y ait une analyse de laboratoire. Vous comprenez bien, pour pouvoir établir les choses. Okay. En tout cas, je vous remercie, monsieur le procureur. D'être toujours présent, puisqu'on reçoit beaucoup d'appels grâce à vous. Et encore une fois, merci. C'est moi qui vous remercie. Un mensonge qui veut créer le malheur ou la douleur chez quelqu'un d'autre. D'accord. Alors précisons justement ces petites virgules sans lesquelles désormais plus personne n'est censé ignorer la loi, parce que nous allons les détailler aujourd'hui dans cette notion non de la publicité que l'on attaque, mais de personnes néfastes, éventuellement à la société, qui emploient le support de la publicité pour justement détourner celle-ci. Alors, ces 15 points, nous allons éventuellement, si vous voulez bien, juste les lister d'un coup, et après on prendra ces petites 20 minutes pour que les personnes intègrent vraiment ce que chacun de ces 15 points veut vraiment dire. Peut-être avant de les lister, c'est un peu fastidieux, on va le faire, hein, mais donner juste un ou deux exemples. Moi, il me semble que ça peut être intéressant à ce stade-là de notre entretien. La publicité mensongère la plus classique, c'est celle de faire la publicité pour un produit que l'on prétend pouvoir vendre alors qu'il n'existe pas ou qu'on n'en dispose pas. C'est simple. Je fais la publicité en disant « Venez dans mon magasin », un mensonge, soit une présentation ou une manipulation habile des personnes qui sont de nature à les induire en erreur par rapport au produit ou par rapport au service qui leur est vendu. Merci. Alors aujourd'hui, beaucoup d'exemples, enfin des petits flashs d'exemples pour positionner certains mots, puisque dans cette notion d'indication fausse ou d'induire en erreur le client par intermédiaire de médias, qu'ils soient papier, radio, etc., il y a 15 termes. Pourquoi qu'il y ait autant de sous-entendus? Il y a 15 cas qui sont prévus par le Code pénal comme susceptibles de constituer le délit que j'évoquais tout de suite. Parce qu'autrement, bien sûr, on peut toujours être plus ou moins trompé, etc. Mais sur 15 caractéristiques considérées comme étant essentielles d'un produit, qui ont déterminé finalement la décision de la démarche du futur client, dans le cas d'une publicité, donc on cherche à accrocher une clientèle, ces 15 éléments-là sont considérés comme étant tellement importants que... Procureur, bonjour. Bonjour. Avec vous aujourd'hui, nous verrons tout ce qui est lié au sous-entendu de la pub, mais particulièrement de la pub liée à des indications fausses ou qui vous induisent en erreur. Et par la suite, nous avons le temps, tout ce qui est tromperie par la vente mensonger. Donc, autant la publicité quand vous êtes encore chez vous, quand vous avez un tract dans les mains, qu'une fois que vous êtes sur un site, qu'est-ce qui peut se passer de malheureux? Et bien évidemment, nous essayerons de débattre de cela avec vous pour qu'il y ait un peu moins de personnes, entre guillemets, qui ne savent pas comment fonctionnent les choses. Alors, déjà, monsieur le procureur, que doit-on comprendre sous cette appellation ou sous-entendu de la publicité dans des termes indication en erreur ou alors indication fausse? Voilà, donc la publicité est mensongère et est susceptible d'être constitutive d'un délit qui est puni d'ailleurs de 2 ans d'emprisonnement et de quasiment 40 000 € d'amende à chaque fois. Quand elle constitue soit parce qu'il s'y trouve tel produit disponible, je suis le seul à la Guadeloupe à pouvoir offrir ça à ceux qui y seraient intéressés, et en réalité quand le client arrive, il n'y en a pas. C'est pas pour autant que le client ne se retrouverait pas dans le magasin en situation peut-être de se voir proposer un autre produit qu'on lui présenterait plus ou moins équivalent, mais c'est pas celui-là. D'accord. Voilà. Donc même ça suffit aux yeux de la loi pour dire que vous pouvez porter plainte parce qu'on vous a fait vous déplacer
par un propos mensonger. Voilà, tout à fait. Alors donc, il y a 15 cas, il faut les reprendre effectivement. Je vais les reprendre de manière assez succincte, mais enfin, ça va donner une idée, je pense, On va développer après. Voilà. Donc, l'existence de la chose, faire la publicité pour quelque chose qui n'existe pas, la nature de la chose, dire qu'une chose est ceci alors qu'en réalité, elle ne l'est pas, la composition chimique, par exemple, de tel ou tel produit, on dit que c'est du bois massif, et en réalité, ça n'est que de la glace. S'il y a tromperie là-dessus dans la publicité qu'on en fait, ça crée un dommage qui peut être tout à fait conséquent, tout à fait important pour la société tout entière. D'accord. Alors, quand vous dites important, est-ce que vous pouvez me permettre de détourner, jeu de mots avec le thème de l'émission aujourd'hui, détourner ce propos en disant que peut-être parce que le fait de mentir ne suffit pas pour poursuivre quelqu'un au pénal, parce que pénal veut dire prison, donc vous incarcérez d'une certaine manière, donc il fallait préciser davantage de quelle manière le mot mentir se lie à la notion pénale. Le simple mensonge en lui-même, ça n'est pas un délit qui est sanctionné par une peine d'emprisonnement ou d'amende dans le code pénal. Ce qui est sanctionné, c'est quand ce mensonge est susceptible de nuire gravement à quelqu'un, et encore plus bien sûr de nuire gravement à une collectivité, puisque la justice pénale a pour charge de protéger les personnes contre un danger qui vient de quelqu'un qui a une intention de nuire, qui a une intention de faire le mal. Donc un simple mensonge, c'est pas forcément